Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vais vous inviter à prendre place de manière à ce que nous puissions débuter ce débat qui a un thème extrêmement vaste, donc il faudra que nous ne manquions pas de temps pour tenter de l'aborder dans les meilleures conditions, qui est contrôler Internet, la liberté mise en danger. Donc mon nom est Nicolas Arpagian, je suis journaliste et je vais essayer de modérer, c'est l'appellation de la cité pour et coordonner les débats de ces échanges que nous allons avoir autour de cette vaste question et de la liberté et d'Internet, effectivement, qui sont des mondes extrêmement amenés, qui sont amenés à se rencontrer, et de voir comment nos spécialistes, nous avons réuni justement pour en débattre un certain nombre de professionnels de l'Internet, des observateurs, des praticiens, de manière à ce que notre échange soit le plus nourri. Alors juste la règle, vous la connaissez, je vous la rappelle pour la bonne forme. Nous allons avoir un échange avec les différents intervenants et très rapidement, vous êtes bienvenus pour prendre la parole avec un certain nombre d'étudiants de l'INSA Lyon, du CELSA, de l'ESSEC et de Sciences Po qui ont également préparé ce débat. Mais vous êtes tout à fait les bienvenus les uns les autres. Le principe est tout simple, vous levez la main, on vous donne un micro, vous vous présentez et vous posez votre question de manière à ce que justement, et c'est aussi une des particularités de l'Internet, mais ça se porte et ça se prête très bien à la cité de la réussite, qui est que l'échange puisse se faire et réciproquement se nourrir des deux côtés de cette table. Alors évidemment, sur la question de l'Internet, on rappelait l'état d'esprit très généreux dans lequel le réseau des réseaux a été élaboré. Ce réseau, effectivement, a été structuré par des industriels qui ont plaqué des modèles économiques, par des services de sécurité étatiques qui, effectivement, tiennent à ce que la toile ne soit pas forcément une zone de non-droit. Et d'où la question qui nous a été posée aujourd'hui, qui est de savoir si contrôler l'Internet peut mettre effectivement la liberté, notre liberté, en danger. Alors pour débattre de cette question, je vais inviter à me rejoindre les différents intervenants, qui sont donc M. Carlo D'Azzaro Biondo, qui est président directeur général d'AOL France, fournisseur d'accès Internet. Maître Laurent Cohen-Tanuji, qui est écrivain, avocat spécialisé notamment dans le domaine des fusions-acquisitions, dans le domaine des technologies, et qui nous apportera son œil d'avocat au barreau de Paris et de New York. Jacques Hainaut, qui est journaliste, auteur de nombreux ouvrages consacrés aux technologies de l'information, avec notamment un récent Tous fichés, qui a quelquefois effectivement de quoi inquiéter les lecteurs. Donc il nous racontera un peu dans quel état d'esprit cela a été fait. Philippe Lemoine, en tant notamment président de l'ASER et également membre du collège des commissaires de la CNIL. Il préside aussi le groupe de travail commerce électronique au MEDEF, donc à la fois à la CNIL pour protéger justement cette vie privée et également l'ASER en tant que chef d'entreprise. Et enfin Alain Weber, maître Alain Weber, avocat, membre de la Ligue des droits de l'homme. Donc évidemment, la notion de liberté lui est effectivement chère. Merci en tout cas donc, pour ces 90 minutes de débat qui soient le plus riche et le plus vivant possible. Donc je vous remercie également de votre présence. On va peut-être demander à Laurent Cohen-Tanuji justement de nous dire, en tant qu'avocat, quand on vous parle de la liberté mise en danger, qu'est-ce que ça vous évoque, ce point d'interrogation et cette interpellation ? Je dirais que, d'abord pour moi, Internet reste encore très très largement un domaine de liberté. Et lorsque j'ai lu le titre de notre débat, je me suis dit qu'il y avait d'abord deux types de contrôle envisageables. Donc, je crois que le titre renvoie à Big Brother, c'est-à-dire au contrôle étatique, alors à la fois avec Big Brother, c'est-à-dire notamment le gouvernement américain, mais également, donc ça c'est plutôt la surveillance du réseau, mais également par exemple les contrôles de la Chine qui eux visent plutôt la censure. Donc ça c'est le contrôle étatique. Et puis il y a une autre forme de contrôle qui est peut-être plus subtile et diffuse, c'est tout simplement le fait que Internet est une zone de transparence dans laquelle la vie privée est de plus en plus mise en danger. Donc c'est cet aspect-là du contrôle en fait par les opérateurs, par le système lui-même, qui me paraît, à moi, encore plus dangereux que le contrôle étatique. Alors, le contrôle par les opérateurs, le mot a été prononcé. Donc effectivement, quand on est président d'AOL, comment est-ce que
pas accusation, mais effectivement cette préoccupation d'un avocat, justement, se concrétise. C'est moi juste une précision, quand je dis les opérateurs, c'est le système. Hein. Je ne Bien dis sûr, pas non, les mais opérateurs, on peut imaginer les que fournisseurs d'accès, c'est bien le sûr. système lui-même qui... Simplement, on peut envisager que dans l'Internet et l'architecture du réseau, le fournisseur d'accès joue un rôle à part entière. Alors d'abord, je crois que AOL peut intervenir sur ce sujet à 2 titres. Un titre comme ex-fournisseur d'accès. Nous avons été fournisseur d'accès pendant longtemps, peut-être le plus important au monde. Nous sommes aujourd'hui un média, c'est-à-dire à travers les contenus, les applicatifs que nous proposons sur Internet, nous donnons des moyens pour l'utiliser, pour en faire quelque chose. Du point de vue du fournisseur d'accès, je dirais la première responsabilité, c'est un peu comme les constructeurs d'automobiles, de mettre des freins, de s'assurer qu'on ait un environnement dans lequel on puisse évoluer avec le maximum de liberté. Comme fournisseur de contenu, il y a 2 niveaux. Il y a un premier niveau qui est, on fournit du contenu à des personnes génériques qui s'adressent à nous qu'on ne connaît pas. Et dans ce cas-là, on a un d'éditeurs, c'est du contenu que nous préparons nous-mêmes. Et puis, on a des gens qui se rapprochent de nous en se faisant reconnaître. Un identifieur, une password, parce qu'ils utilisent un email ou un applicatif. Vers ces personnes-là, nous avons une responsabilité de protection plus élevée. Protection de leurs données, protection de leurs activités, protection de leurs personnes. Et puis, il y a un 3e niveau, ceux qui utilisent nos plateformes pour faire des achats. Et là, nous protégeons leur patrimoine, leur carte de crédit et leur niveau. Mais pour lancer le débat, en fait, moi, ce que je voudrais remarquer d'abord, c'est qu'il faut se poser peut-être la question de pourquoi, dans quel objectif on veut mettre en place des systèmes de protection ou de sécurité. Et pour qui? Pour l'enfance, c'est pour moi un sujet évident. Pour les adultes, il faudrait imaginer, comme dans l'automobile, hein, à 18 ans, on ne peut pas conduire une Ferrari, à 25, on le peut, parce qu'on imagine qu'on a un niveau de préparation à tout ça qui est plus fort. Et pour provoquer, je voudrais en fait citer Rafi Havedjian, qui s'est posé la question de la manière suivante, et je crois que pour moi, c'est la manière la plus intéressante dont j'ai jamais posé la question, qui se dit « Je ne sais pas ce qu'il y a de plus ennuyeux. Imaginez que l'on me surveille en permanence ou me rendre compte que le monde entier n'en a vraiment rien à faire de moi. » Et je crois que par rapport au Web 2.0, et je termine sur ça, on en est exactement là. Les jeunes, aujourd'hui, ils en ont un peu assez de ce monde de procédures, de fermetures qu'on a créé. Un monde dans lequel gauche et droite n'ont même plus de sens, où on a perdu beaucoup d'idéaux. Et ils essayent de se exprimer à travers l'Internet, non pas en allant faire de la recherche comme nous le faisons, nous les vieux, hein, ils en font aussi, mais ce n'est pas ça qu'ils font. Ils s'expriment en cherchant de parler d'eux-mêmes, de leur ego, de leurs idées. Et l'Internet est devenu un véhicule de communication de soi. Ça, si on le brime, hein, on va finir par continuer à garder un monde anesthétisé, de gens qui vivent comme nous vivons à force d'avoir des lois et des règles partout. Nous finissons par vivre un peu comme des gens en coma de premier niveau, ou vigiles, ou peut-être pas tout à fait vigiles, qui finissent par oublier le bon sens avec lequel la vie sociale nous demanderait de vivre. Et je crois qu'il faut faire attention, très attention lorsqu'on parle de créer des règles, et d'abord se poser la question de pourquoi et à quoi ça sert. L'Internet, ce n'est plus qu'un monde de recherche, c'est un monde de communication à travers lequel on exprime soi-même, avant tout. Alors évidemment, Philippe Lemoine, on ne peut pas vous suspecter d'être contre l'Internet, mais vous êtes également, avec une de vos casquettes, membre du collège de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Et alors, est-ce que vous vous voyez, comme dit Carlo Lazzaro Biondo, comme justement un de ces régulateurs rabat-joie et trop protectionnistes? Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, Dès qu'on est dans la régulation, on est bien sûr un rabat-joie, sauf à vous dire, à vous les jeunes, que vous avez a priori raison, qu'il faut un monde complètement dérégulé. En fait, le problème dans lequel on va entrer, c'est que, comme il était dit dès le départ, tout ceci est plein d'ambiguïté. Et si on parle de contrôler Internet, c'est aussi le sujet de penser Internet. Et ça, il n'y aura pas de liberté sans ça. Pour moi, juste une anecdote, si on veut, pour commencer, qui a été une des affaires les plus marquantes sur le plan juridique sur l'histoire d'Internet, qui a été l'affaire Yahoo. Yahoo met en vente sur son site public des objets qui sont non seulement une collection de livres de Mein Kampf, mais des objets qui viennent de camps de concentration, avec des pyjamas de déportés qui sont à mettre en vente aux enchères, des dents en or, des sujets de ce genre qui viennent des camps de concentration. Une association en France de jeunes, d'enfants, de descendants de déportés, porte plainte et, devant le tribunal de grande instance de Paris, obtient d'un juge français, le juge Gomez, l'interdiction, l'injonction faite à Yahoo de continuer à procéder à la vente de ces types de produits. Yahoo ne s'incline pas, en fait, en pratique, il s'inclinera peu après, mais ils saisissent le juge américain. Et le juge américain dit, un peu comme le précédent intervenant, écoutez, au nom
du préambule de la Constitution américaine et du principe de liberté d'expression. Non, pas du tout, c'est une liberté d'expression, la liberté de commercer, et pourquoi pas vendre les livres de Mein Kampf, pourquoi pas commercialiser des pyjamas de déportés, etc. Vous vous rendez compte, par rapport à Internet qui prétend être une technologie qui va transformer le monde en une espèce de village global, entre deux coins du monde, entre lesquels tout de même on n'est tout de même pas aux antipodes d'un point de vue culturel, hein, les États-Unis, la France. On peut avoir un système de droit qui est complètement contradictoire, et en plus sur un sujet, les camps de déportation, dont les philosophes avaient dit après Auschwitz, jamais plus c'est pareil. On a une capacité maintenant de repenser le destin de l'humanité qui va être différente et qui va permettre de refonder un destin commun pour l'humanité. Sur un tel sujet, échec absolu. Donc partant de là, il est évident qu'il y a à se poser le problème du contrôle de l'Internet en sachant qu'il y a des systèmes de valeurs qui voient dans Internet, et pour une part c'est vrai, un instrument de liberté d'expression, et des systèmes de valeurs qui voient dans Internet un système qui peut propager pas mal de choses tout à fait condamnables, dont la propagation du racisme et de l'antisémitisme. Alors effectivement, Jacques Hainaut, dans cet ouvrage que vous avez rédigé qui s'appelle Tous fichés, est-ce que c'est l'autre partie, et effectivement c'est le retour de balancier, c'est-à-dire qu'effectivement cet Internet, il sert aussi, et ces technologies, elles servent aussi à précariser ce champ de liberté individuelle? Alors, moi je voudrais revenir il y a très 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 longtemps. Il faudrait revenir au temps des Incas, au temps des Romains. Les Incas, ils avaient mis en place un réseau routier qui permettait de contrôler leur royaume, leur empire. Et les Romains ont fait de même. Ils ont mis en place un réseau routier qui leur a permis de contrôler qui allait tout au fond de leur empire, qui leur permettait de contrôler tout ce qui se passait grâce à des courriers, à cheval, de contrôler leur empire. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Internet? C'est le réseau qui permet aux États-Unis de contrôler leur empire. Internet, on le sait, c'est une invention américaine, mais c'est le réseau qui leur a permis aujourd'hui de profiter de la mondialisation. C'est le réseau qui leur permet aujourd'hui de délocaliser en Chine et de produire à bas prix en Chine. La Chine, c'est l'usine des États-Unis. Walmart, la première entreprise de distribution au monde, est également le premier importateur de produits chinois. Grâce à quoi? Grâce à Internet. Internet, on s'en rappelle, a été mis au point par les États-Unis au moment de la guerre froide pour asseoir leur surveillance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement un réseau qui irrigue le monde entier, qui irrigue la France, entre autres, mais qui permet aux États-Unis de contrôler tout ce qu'ils veulent. Il leur suffit de se brancher sur Internet et d'écouter tout ce qui s'y passe. Alors, voilà, Internet, un outil de contrôle. De fait, faut-il contrôler Internet? La question ne se pose pas. Internet est contrôlé par les États-Unis. Alors, Alain Weber, effectivement, en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme, qu'est-ce que ces affirmations suscitent en vous? Bonsoir. On est sur un sujet extrêmement délicat parce que, d'abord, Internet, c'est un champ absolument formidable de liberté. C'est la liberté de communiquer, de partager des fichiers avec une vitesse fulgurante, de telle manière qu'on peut communiquer avec le monde entier. Donc, il est évident que c'est une liberté qu'il faut absolument protéger. Et toutes les libertés, aujourd'hui, dans nos sociétés démocratiques, sont extrêmement fragilisées depuis notamment septembre 2001 par un vent sécuritaire absolu qui vient s'insérer dans chacun des textes législatifs qui sont pris. Donc on a une liberté précieuse, tout à fait à risque. D'un autre côté, il y a des enjeux extrêmement importants, protéger les enfants, protéger et faire condamner les personnes qui, par exemple, contestent la Shoah, ce qu'on appelle le délit de négationniste. Pas plus tard qu'hier, la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations plaidaient pour obtenir d'un juge français la confirmation du droit de filtrer un site révisionniste qui met à la distribution de ses lecteurs 250 ouvrages interdits en France, qui constituent tout simplement un contenu nauséabond, c'est ce que nous avons dit, en ce sens qu'on dit que les Juifs sont là pour prendre la terre entière. Nous avions fait le même procès en 2001,
Mais malheureusement, nous n'avions pas une loi qui s'appelle la loi dans la confiance dans l'économie numérique. Et le président Gomez, lui encore, qui est le spécialiste des sujets, nous avait dit, à nous les associations, nous ne pouvons pas filtrer puisque la liberté de communication l'emporte sur la protection des victimes que vous dites représenter. Donc on est sur un chemin un peu périlleux. Alors là, nous, à la Ligue des droits de l'homme, on se dit, ben là, il faut qu'on se rattache à des fondamentaux. Et le premier fondamental que nous avons, c'est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment l'article 10, qui dit quoi ? Qui dit que la liberté est totale, simplement, on ne peut prendre que des mesures nécessaires dans une société démocratique. Alors après, une fois qu'on a ça un peu comme canevas, un peu gravé dans le marbre, et bien après on essaie de voir si les mesures qui sont prises sont nécessaires dans une société démocratique ou bien est-ce qu'elles sont bien au-delà et certaines mesures elles-mêmes portent atteinte aux libertés. C'est ce qu'a fait par exemple la loi de lutte contre le terrorisme sous l'égide du ministère de l'Intérieur qui a poussé très très loin la surveillance des internautes. Alors voilà, je ne veux pas du tout continuer là-dessus, mais on y viendra peut-être après. Donc pour nous, on a cette ligne de lecture, liberté absolue, sous la réserve de la protection des droits des tiers dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme et dans notre juridiction interne, je dirais, dans le cadre de la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Alors, vous l'avez vu, le point d'interrogation à la fin de l'intitulé était tout à fait justifié parce que cette question du contrôle de l'Internet ne fait vraiment pas consensus. Juste un mot, effectivement, même si vous n'êtes plus techniquement fournisseur d'accès, Carlo Lazzaro Biondo, est-ce que déjà résoudre la question technique du contrôle, il y a un moyen de filtrer, pas filtrer, contrôler, pas contrôler? Est-ce que c'est réaliste et est-ce que c'est techniquement et voire humainement faisable? Alors, je crois que le point du techniquement faisable, il faut être honnête, tout est techniquement faisable. Si on désire mettre en pied des logiciels sur des réseaux pour faire des contrôles, c'est possible. Maintenant, il faut d'abord se demander à quoi ça sert, pourquoi on le fait, dans quelles conditions. Il existe des règles et des lois, qui sont appliquées d'ailleurs en France, qui imposent aux fournisseurs d'accès, DKOL a fait partie pendant très longtemps, sur demande individuelle du gouvernement, des autorités publiques par rapport à des cas spécifiques identifiés, de répondre en fournissant des éléments sur les connexions ou sur l'usage que des personnes spécifiques peuvent faire de l'Internet. La loi y oblige, et cette loi est valable sur Internet, comme elle l'est d'ailleurs pour toute violation de normes, avec quels que soient les moyens de communication mondiaux. Si la question est par contre, est-ce qu'il existe des logiciels qui permettent de résumer totalement les recherches qu'ont fait des gens ou les sites sur lesquels ils sont allés pour dire tiens, un tel, je ne sais pas moi, personne éminente et professeur respecté, hier soir est allé sur des sites pornographiques. Techniquement, j'imagine que c'est faisable, mais je ne vois pas des fournisseurs d'accès jouer à le faire. Je prendrai un exemple. AOL a fait ses erreurs, bien sûr, comme tout le monde. Il nous est arrivé, pour une erreur de manipulation technique cet été, de retrouver l'ensemble des recherches faites par des personnes sur Internet à travers Google. C'est-à-dire par une erreur de manipulation, ce qui avait été gardé comme recherche sur 768 000 cas, c'est un fichier qui est sorti, on a réussi, avec des recherches, à remonter uniquement à 3 personnes qui avaient effectué ces recherches. Donc je crois que le concept de nominatif est important. Savoir qu'un tel ou un tel, spécifiquement, nominativement, a cherché quelque chose, c'est une information. Savoir qu'en général, la population va dans une direction ou une autre, c'est autre chose. Et j'insisterai aussi sur, je veux terminer avec ça, mais sur le concept d'enfance. C'est-à-dire, je suis désolé, on ne peut pas penser que l'Internet comme outil se substitue aux parents ou à la loi ou à notre rôle en tant qu'être humain de protéger nous-mêmes ou d'autres. AOL, depuis toujours, a lancé des systèmes de contrôle parental qui nous ont coûté cher en termes de critiques de par le monde entier pour être des fascistes ou autre chose, mais qui nous permettent aujourd'hui de dire à des gens, vos enfants peuvent aller là-dessus sans courir de risque. Et je dirais, il faut voir différemment qu'est-ce qu'on protège. On éduque ou on protège des enfants en leur permettant de s'approcher d'un outil en l'utilisant calmement, ou on empêche des adultes d'aller chercher des choses spécifiques. Je voudrais ensuite, en tout cas, remarquer que je n'ai jamais dit, ni voudrais jamais dire que la liberté doit permettre le racisme ou quoi que ce soit, ni comme fournisseur d'accès, ni comme personne humaine. Merci. Jacques, le sujet vous fait réagir. Oui, je voulais juste revenir sur les chiffres qu'avait donné le responsable d'AOL France sur la petite erreur, effectivement, qui a conduit cet été AOL à divulguer dans le public les recherches de centaines de milliers d'internautes. Donc vous disiez qu'on avait réussi à remonter, à identifier de façon nominative 3 personnes à partir des données d'AOL. Mais si on les croise avec d'autres données qui sont disponibles sur Internet, on peut arriver à identifier beaucoup d'autres personnes. Il y a des chercheurs qui ont montré que même si toutes les données qu'on avait sur les personnes étaient anonymisées, comme on dit vulgairement pour reprendre un anglicisme, un américanisme,
on arrive très facilement à remonter, à identifier la personne idoine. Donc ça prouve bien que Internet est une source d'information extraordinaire pour ceux qui veulent s'y pencher. Donc il faut faire très attention à ce qu'on y met. C'est un outil de liberté extraordinaire, mais il faut savoir que ça peut se retourner contre nous. Il faut savoir que c'est un outil qui permet de tout savoir sur n'importe qui. Amusez-vous, je suppose que comme tout le monde, amusez-vous à googler nos intervenants ici ce soir. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Googler, pour ceux qui ne le savent pas, mais je suppose que tout le monde le sait. On n'est pas encore à l'Académie française, mais effectivement, le terme n'est peut-être pas encore totalement intégré. Donc vous rentrez Jacques Hainaut dans le moteur de recherche Google, ou Laurent Cohen-Tahugi, ou Carlo Dazzaro Biondo, pour prendre ceux qui sont à ma droite, sans référence politique, dans un moteur de recherche. Et vous allez apprendre beaucoup de choses, même sur leur vie personnelle. Donc, c'est une technologie à double tranchant, tout simplement. On le disait, tout à l'heure, je prenais l'exemple des États-Unis, je racontais que c'est un outil qui leur permet de contrôler tout ce qui se passe dans le monde, mais pour reprendre l'image des réseaux, des routes des empires Inca et de l'Empire romain, c'est aussi un réseau qui peut se retourner contre eux. On a vu que malheureusement, lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre, toutes les technologies de communication qui avaient été mises au point par les États-Unis, l'email, l'Internet, téléphone, etc., se sont retournés contre les États-Unis. Donc si une technologie peut se retourner contre une puissance comme les États-Unis, pensez bien qu'une technologie comme Internet peut se retourner aussi contre vous. Alors évidemment, Philippe Lemoine, la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, a été créée en 1978 justement sur le fondement de fichiers. C'était déjà la première préoccupation. On n'était évidemment pas à l'ère de l'Internet. Déjà le discours sur la responsabilisation, le fait de dire on ne doit pas substituer aux parents, c'est pas à l'opérateur de le faire. Et puis le fait qu'effectivement la sphère privée se réduit comme peau de chagrin sur le net quand on est commissaire à la protection des données. On se satisfait de ces constats-là ? Non, il y a beaucoup de sujets qui ont trait à Internet, qui sont des sujets de préoccupation et de travail pour la Commission Informatique et Liberté. Et je pense qu'il est assez important que dans notre débat, on fasse attention à deux choses. Première chose, à essayer de faire passer les idées tout en faisant un petit peu attention à la nuance. Moi je ne partage pas totalement la vision d'un Internet tout américain qui a été élaboré, même s'il y a des problèmes de gouvernance sur Internet. Je crois qu'il faut regarder les choses de plus près et distinguer notamment les choses d'un point de vue, introduire aussi, c'est mon second message, une préoccupation un peu prospective, comment les choses évoluent. Internet, ce n'est pas la même chose que le web, l'espace public sur Internet. Le Web 1, ce n'est pas la même chose que le Web 2, vous voyez tous ces distinctions. Hein. Et puis, on a des perspectives devant nous qui ne sont pas non plus tellement évidentes avec ce que l'on appelle l'Internet des objets. C'est-à-dire la possibilité de repérer, d'identifier des objets à distance grâce à des systèmes de reconnaissance, d'identification par radiofréquence, avec en même temps une réforme extrêmement importante qui a lieu à l'heure actuelle du nommage sur Internet. À l'heure actuelle, vous savez, les adresses Internet qui font l'objet de débats au plan international, et c'est un des problèmes de gouvernance qui a sans doute été évoqué, le système de nommage sur Internet permet de gérer 2 puissance 32 bits pour des adresses. En gros, ça permet d'avoir 4 milliards d'adresses sur Terre. Donc 4 milliards d'adresses par rapport à 6,5 milliards d'habitants sur Terre, c'est un peu de geste. Et d'ores et déjà, aujourd'hui, compte tenu des répartitions géographiques des adresses Internet, c'est beaucoup trop limité par rapport aux pays asiatiques. Donc on travaille sur autre chose, qui est la perspective de l'Internet version 6, IPv6. Dans l'Internet version 6, on prévoit d'avoir 2 puissance 138 bits par adresse, c'est-à-dire 350 milliards de milliards de milliards de milliards d'adresses. Lorsque vous raisonnez sur ce que ça représente comme lot, ça permet bien évidemment de donner une adresse non seulement à chaque être humain, non seulement à chaque être humain en situation, non seulement à chacun des 3000 objets en moyenne qui entourent chaque être humain sur Terre, voilà la moyenne, mais ça permet de donner une adresse, et il faut se projeter vraiment loin par rapport à la perspective technologique dite nano, c'est-à-dire où la technologie électronique permet d'identifier les objets à l'échelle atomique. Ça permet de donner en gros une adresse à chaque atome de chaque être vivant ou inanimé sur Terre pour pouvoir les suivre et les recombiner. Donc quand on met une telle puissance technologique en œuvre, ce n'est pas avant tout le problème de savoir si c'est les Américains qui, ou les Américains quoi, ou les Français qui, c'est comment on s'organise pour créer des systèmes de responsabilité,
Comment on s'organise pour avoir des systèmes de responsabilité voulant pas dire uniquement responsabilité pénale, mais voulant dire se sentir responsable de quelque chose. Moi, à la CNIL, j'ai déjà vu des ministres de l'Intérieur de gauche venir défendre des projets qu'ils n'avaient pas lus et dans lesquels, par exemple, en matière de lutte contre, je me souviens, après les attentats de la rue des Rosiers, d'avoir vu un ministre de l'Intérieur venir défendre un projet sur lequel, qui s'appelait VAT, un fichier violence, attentat, terrorisme, dans lequel il y avait une grille de description des types humains pour la police de l'air et des frontières, dans lequel il y avait type israélite. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez définir ce que ça veut dire exactement, le pauvre homme? C'était tellement en contradiction avec ses valeurs, mais il n'avait même pas lu le dossier. Les responsables politiques, etc., ça les emmerde beaucoup trop d'aller plonger là où il y a des problèmes techniques. Donc le problème de la responsabilité, avant tout, c'est d'obliger tout le monde à fourrer son nez jusqu'au bout dans les choses et à dire ce qu'ils veulent. Et le principal danger qui provient aujourd'hui de toutes les autorités policières provient du fait qu'elles disent aux opérateurs, et je me tourne vers le panéliste Howell, c'est pas tellement ce que les opérateurs veulent faire, effectivement, de telle ou telle donnée nominative, vous avez bien raison. Le problème, c'est qu'on leur impose par la loi de garder des données bien plus longtemps qu'ils ne le souhaitent pour leurs propres besoins. Ils en ont besoin techniquement pour une certaine durée, courte, pour faire du marketing un peu plus long, mais ce n'est pas ça du tout. On leur dit, vous n'avez pas le droit de les supprimer. Il faut les garder parce qu'il faut pouvoir répondre aux réquisitions de la puissance publique. Alors, dans le contexte américain marqué par le Patriot Act, en particulier, aujourd'hui, c'est absolument hallucinant. On a vu des bibliothécaires pleins de sentiments humanistes être amenés à livrer leurs fichiers à la police pour que l'on puisse voir si monsieur un tel étudiant a bien consulté un livre de chimie qui permettait de supposer qu'il est en train de travailler sur des mélanges explosifs, ou qu'il travaillait sur la culture arabe, ou les États-Unis qui voulaient imposer à l'Europe, et à tous les pays du monde d'ailleurs, le fait qu'on devait fournir à la CIA et aux organismes de contrôle des personnes toutes les données sur les passagers à destination d'avions à destination des États-Unis ou qui survoleraient même les États-Unis, y compris par exemple leurs préférences alimentaires, naïveté de ces pauvres CIA qui pensent qu'effectivement un terroriste va surtout dire « surtout je ne veux pas manger de porc ». Ah ah, on va le repérer. Vous vous rendez compte le degré de manque de contrôle et de responsabilité de l'esprit humain face à la puissance. Ça, c'est le sujet dont déjà Nietzsche au XIXe siècle parlait en disant l'ennemi à venir, c'est la volonté de puissance, c'est-à-dire la technique qui ne répond plus à un principe de finalité. Ce qui est au cœur de la doctrine de la CNIL, c'est de soumettre la technique, plus elle est puissante, plus dire on ne l'engage que sur des principes de finalité, c'est-à-dire des cas de figure où des êtres humains savent de A à Z ce qu'ils veulent faire avec les choses. Jamais laisser ça au destin et aux forces des autres. Jacques, un mot de... Sur IPv6, puisque nous avons un expert de la CNIL, je voudrais citer un autre expert d'une autre CNIL à propos d'IPv6. Donc IPv6, effectivement, c'est très beau, ça permet d'identifier beaucoup de choses, mais ça va déjà permettre très concrètement d'identifier votre ordinateur lorsqu'il va se connecter à Internet. Pour résumer, au jour d'aujourd'hui, lorsque vous connectez à Internet, votre adresse IP n'est pas permanente. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais grâce à IPv6... L'adresse IP, c'est l'immatriculation de l'ordinateur. Voilà, Internet Protocol, oui. Et donc, par contre, à l'avenir, avec IPv6, chaque ordinateur a une adresse permanente. Ce qui veut dire qu'on pourra savoir tout le temps ce que vous avez fait sur Internet. Et donc, je cite, alors là, c'est un informaticien expert auprès de la Commission belge de la protection de la vie privée. Parfois, quand même, nos voisins belges font des choses très bien. Je suis à 25% belge, donc je me permets de leur faire la publicité. Avec le déploiement de cette nouvelle numérotation, chaque machine et donc chaque internaute transmettra un identifiant unique qui sera toujours le même. Connaître le numéro de la carte Ethernet de votre PC, dans le cadre de IPv6, permettra donc de reconstituer encore plus vite toutes vos activités Internet. Moi, quand j'entends des choses, comme vient de le dire Philippe Lemoine, désolé de casser un peu la langue de bois, mais je me demande à quoi sert encore la CNIL. Là, j'aimerais... Alors, Alain Weber souhaite tenter d'apporter un début de réponse. Une fois, Peut-être qu'il y a 25% belges. Une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. À la Ligue des droits de l'homme, nous collaborons et parfois nous heurtons très sérieusement avec la CNIL parce que nous pensons qu'elle peut avoir sur certains sujets des positions un peu trop liberticides. Mais ça, c'est notre position d'ONG. C'est-à-dire que nous n'avons pas le carcan que peut avoir la CNIL. Je dis là, ici, officiellement, qu'il y a des combats homériques qui se sont déroulés
Et on a le sentiment qu'on les a sérieusement perdus, notamment, par exemple, le passeport électronique, qui est un peu le début de ce qu'évoque Philippe Lemoine, c'est-à-dire la surveillance des personnes au moyen de la puce RFID, qui est donc un contact qui est lisible à distance. Le ministère de l'Intérieur nous garantit que c'est lisible à une distance de 8 à 9 cm. Nous savons que les Américains ont poussé aujourd'hui la carte RFID pour la frontière qui leur pose un problème, c'est-à-dire celle avec le Mexique, où passent à peu près 10 millions de personnes chaque année. Ils la poussent à 100 mètres. Donc on a, de la part du ministère de l'Intérieur, un mensonge étatique. Lorsque je le dis, c'est que Louis Cadou, ancien vice-président de la CNIL, est venu le dire à la Commission nationale consultative des droits de l'homme lorsque nous avons travaillé sur ce dossier du passeport électronique. Il y a donc un discours d'État qui est un discours de mensonge sur ces questions extrêmement délicates dans lesquelles le ministère de l'Intérieur, certains apparemment ne savent pas lire, même de gauche, où on présente des dossiers complètement à la hussarde dans une identité sécuritaire absolue. Et là, il faut reconnaître que le seul grain de sable, le seul petit galet contre le Pacifique, c'est la CNIL. Nous, les ONG, nous réunissons des groupes, nous faisons du lobbying, nous essayons de faire passer des textes dans la presse, nous essayons de sensibiliser. Quand j'ai l'honneur d'être avec vous, ça participe de cette action. Il n'en demeure pas moins qu'au niveau de la compétence, au niveau de tenter de reflouer les velléités du pouvoir et notamment du ministère de l'Intérieur, quel qu'il soit, de gauche ou de droite, quand même avec une poussée extrêmement sécuritaire depuis que M. Sarkozy est aux affaires, eh bien, je défends la CNIL, mordicus, et ce n'est pas pour faire plaisir à Philippe Lemoine que j'ai l'honneur de connaître depuis longtemps, mais c'est parce que c'est le seul barrage contre le Pacifique. Ces combats-là sont quasiment perdus. Le passeport électronique, nous aurons ce passeport biométrique, puisqu'aujourd'hui on dit qu'il est électronique parce que la puce RFID est un peu gelée dans le titre que nous avons ici émis en France, mais elle n'est pas gelée si le lecteur étranger peut la titiller. Donc on a un passeport biométrique un peu essoufflé au niveau de la loi française, mais pas au niveau des législations autres. Nous avons ce qu'évoquait Philippe Lemoine, l'ONS, l'objet name system. Tous les systèmes vont être, tous les objets, votre stylo, votre portefeuille, votre attaché-caisse, votre caddie, le caddie de votre bébé va être muni d'une puce. Cette puce-là veut dire qu'on va pouvoir suivre à la trace l'évolution de ces milliards d'objets. Mais derrière chaque objet, il y a un être humain, il y a son propriétaire, il y a un numéro de carte bleue qui l'a payé, il y a des conditions éventuellement de crédit. C'est-à-dire que via l'ONS, on va pouvoir suivre les gens. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui est Big Brother pour les années 2084. La société Walmart, premier distributeur mondial, vous savez, celui qui empêche ses salariés d'aller faire pipi, où on n'a pas le droit de créer un syndicat sous peine d'être exclu, sauf en Chine d'ailleurs. Eh bien, Walmart a imposé à tous ses fabricants et tous ses fournisseurs la mise en place du système ONS pour le 1er janvier 2007. Donc, le péril est là. Nous avons un pouvoir qui est complètement dément au niveau de cela, et notamment le passeport électronique, autre débat, mais je ne veux pas du tout prendre trop la parole sur ces questions. Vous savez que nous allons tous être dotés en juillet 2007 du dossier médical personnel. C'est la loi qui, justement, tend à restreindre tous ces budgets colossaux, formidables, qui font que nous avons le meilleur système au monde de protection sociale. Eh bien, ce dossier médical personnel, il faut pouvoir identifier le patient. La loi a dit que cette identification ne sera pas faite par un numéro qui peut être comme le numéro de sécurité sociale, parce que c'est très dangereux, puisque avec un numéro comme nous avons, on peut interconnecter des fichiers qui ont les mêmes numéros. Bon, c'est ce qu'on appelle le NIR, le numéro de sécurité sociale. La CNIL d'ailleurs s'est toujours battue pour que le NIR soit utilisé dans les fichiers à titre tout à fait exceptionnel, pour empêcher les interconnexions. Eh bien, malgré la loi de 2005, qui a dit que ce ne serait pas le NIR qui serait le numéro pour identifier le patient, chaque patient et patiente que nous sommes, eh bien, il y a une grosse volonté du ministère compétent de la Santé, en l'espèce, pour réintroduire le NIR dans le dossier médical personnel. Ça veut dire que nos données qui vont transiter via l'Internet du cabinet du médecin aux caisses de sécurité sociale, à vous-même, si vous êtes bien sûr en connexion, risque d'avoir un numéro qui est le NIR, qui est un numéro tellement dangereux que des pays comme le Portugal, par exemple, qui ont subi le fascisme, ont inscrit dans leur constitution l'impossibilité d'utiliser un numéro aussi puissant et aussi signifiant. Donc on a ici des enjeux très, très lourds, très sérieux, sur lesquels la Ligue travaille, mais je le répète,
ceux qui arrivent à tenter de calmer les ardeurs de nos politiques, quels qu'ils soient, c'est d'abord la CNIL, puisqu'elle est obligatoirement saisie de tous les dossiers. Alors, avant un mot de Philippe Lemoine, Carlo D'Azzaro Biondo, vous souhaitiez... Oui, je voudrais dire deux choses. Et après, Laurent Cohen-Telugi. Deux choses. La première, je pense qu'il faut qu'on distingue attentivement la technologie du droit. Si on veut faire faire à la technologie la fonction du droit et au droit la fonction de la technologie, on va aller un peu nulle part. Hein. Une vache, ça fait du lait, mais un taureau, non. On peut lui demander, mais vous ne le ferez pas. Pourquoi je dis ça? Parce que le droit permet de définir un cadre dans lequel faire fonctionner la technologie. On a parlé de CNIL, mais on a parlé de l'exemple des fichiers. Et un des exemples qui m'a frappé de cette année, ça a été Google, qui est un actionnaire d'AOL, qui a refusé à l'État américain de fournir les données nominatives que l'État a demandées. Hein. La chose est finie devant la Cour constitutionnelle des États-Unis, qui a donné raison à Google. C'est aux États-Unis, pays de Big Brother. Et pourtant, c'est le seul endroit où jamais un opérateur web, jusqu'ici, a obtenu une possibilité de ce genre. Ce que je veux dire, c'est, si nous parlons de droit et de cadre, je pense qu'on peut faire avancer l'Internet en arrivant de quelque manière à donner des règles. Si on bride la technologie, vous savez, la technologie, c'est un peu comme la théorie du chaos ou la nature. La nature trouve sa voie, la technologie trouvera sa voie. Et si on essaie d'empêcher la technologie de trouver sa voie, on peut s'amuser longtemps, mais on n'arrivera pas. Hein. La nature trouve sa voie. Des espèces disparaître, d'autres arrivent, mais la nature trouve sa voie. La technologie aussi. C'est par le droit et par l'attention au respect des normes et par la création de normes justes qu'on pourra créer un cadre. Ce n'est pas en bridant la technologie, pour autant qu'on essaye. Alors, Laurent Cohen-Telugi, quand vous aviez écrit le nouvel ordre numérique, est-ce que ça ressemblait à ça? Oui, les problèmes étaient déjà là. Je dirais même qu'ils étaient même déjà là à la fin des années 70, lorsqu'on a eu en France ce fameux rapport sur l'informatisation de la société. Ce sont des problèmes qui ont été évidemment accentués, qui se sont multipliés de manière exponentielle avec Internet, mais la problématique est la même. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on parle de choses assez différentes jusqu'à présent. Je crois qu'il faut bien distinguer. Il y a le danger, parce que le danger principal, c'est l'invasion de la vie privée, le danger pour la vie privée. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faille pas que Internet soit contrôlé. Je crois qu'il faut en finir avec cette espèce d'illusion d'Internet libertaire, etc. Internet, c'est aujourd'hui, de par son succès, comme le monde réel, en réalité, il s'y passe exactement les mêmes choses, sauf que il y a beaucoup plus de liberté, c'est beaucoup plus facile notamment de commettre des crimes et des délits, et que la surveillance et le contrôle sont beaucoup plus difficiles que dans le monde réel. Donc je crois que tous les États, je laisse de côté les États autoritaires ou dictatoriaux, mais tous les États démocratiques essaient de contrôler Internet, tout simplement pour faire respecter le droit sur Internet, parce que ce n'est pas un espace de non-droit, ça ne doit pas être un espace de non-droit, sinon d'ailleurs ça ne fonctionnerait pas. Et donc toutes les justifications légitimes que sont la protection de l'enfance, la protection de la vie privée, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la fraude financière et tous les crimes et délits qui existent dans le monde réel doivent être également poursuivis, sanctionnés sur Internet. Et je voudrais dire, on a beaucoup parlé des États-Unis en des termes moi, que je n'apprécie pas tellement, mais si vous écoutez Jean-Louis Bruguière, qui est d'ailleurs dans un amphithéâtre à côté, donc le principal juge antiterroriste français, il n'y a pas besoin d'aller chercher les États-Unis, il vous dira que l'interception des communications mobiles, la surveillance des réseaux électroniques sont un des moyens les plus efficaces de lutte contre le terrorisme. Ça a permis, je l'ai entendu de sa bouche, de prévenir pas mal d'attentats en préparation depuis quelques années. Donc je crois qu'il faut là aussi prendre cela en considération. De même qu'Internet permet énormément de choses, la surveillance d'Internet et des réseaux de communication en général permet également d'aller dans le bon sens pour les démocraties. Merci. Une remarque de Philippe Lemoine avant de passer la parole à notre panel d'étudiants. Oui, une remarque en deux temps. Premier point, c'est pour dire que moi, je ne suis pas là, vous m'avez présenté avec plusieurs casquettes, mais je ne suis pas là pour défendre une institution, ce n'est pas la question. Moi, je suis là pour défendre mes idées. Alors, il se trouve que mes idées, elles m'amènent à être dans une institution à l'heure actuelle, mais la question... En tant que président de l'ASER, vous planchez aussi sur la RFID appliquée au commerce. Ça veut dire que c'est aussi une préoccupation économique. Mais bien sûr, et je pense qu'il doit faire partie dans l'application de la technologie. Tout le monde, y compris les professionnels dans leur métier, chacun a une responsabilité éthique. L'éthique professionnelle, ça doit exister. Et c'est pour ça qu'aux deux termes qu'a proposé le monsieur Lawel, la technologie et le droit,
Moi, j'en rajouterais une volontiers aussi, qui est la société et la démocratie. Ça ne fonctionne pas à 2 acteurs, hein. Il en faut 3. Moi, je considère qu'à l'heure actuelle, quand on regarde toutes les questions, ce qui est impressionnant, c'est de voir sur tous ces enjeux qui existent aujourd'hui, est-ce qu'on est plus ou moins bien en France et en Europe d'avoir des CNIL? Moi, je regarde ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un peu plus de mobilisation militante qu'en Europe. Et donc, quand on crée une institution, c'est vrai que ça éteint un tout petit peu la sensibilité militante sur les problèmes de RFID, sur les problèmes d'Internet, etc. Il y a plein de groupes agissants aux États-Unis. Pourquoi il n'y a pas d'institution? Mais quand vous posez la question aux internautes américains, est-ce que le contexte américain d'Internet vous va? Non. Réponse très majoritaire dans les sondages, non. Pourquoi? On nous demande trop de choses, trop d'intrusions dans la vie privée et trop de menaces sur les libertés publiques, pas uniquement la vie privée. Et à quoi vous faisiez confiance? À des codes d'autorégulation de la part des sociétés comme Google qui refuse etc. Alors ils répondent, c'est pas eux qui répondent ça. Moi je dirais, c'est bien Google quand il refuse aux États-Unis, mais s'il était un peu plus vigoureux face au gouvernement chinois, là on verrait ce que c'est que se battre pour une entreprise. Parce que par rapport au gouvernement américain, c'est pas trop dur dans le contexte où ils l'ont fait. Eh bien, donc, les internautes américains, ils disent non, on ne fait pas confiance à l'autorégulation, on veut des lois. Alors, je pense qu'il faudrait réfléchir un petit peu au fait qu'on a ce privilège, mais la vérité, c'est que, mis à part ce soir, on n'est pas très nombreux à se préoccuper de ça. Et donc, si la CNIL n'a pas eu un effet qui était très positif jusqu'à présent, ça a été dans l'exercice de ses missions d'éveil de la société par rapport à ces questions-là. Parce que vous vous rendez compte, on est dans un climat de campagne électorale et qui va déterminer l'état de la France pour les 5 ans à venir. Tout le monde s'en fout des enjeux dont on parle. Tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de groupuscule, il n'y a pas de mouvement pour aller interpeller en disant on va vers des questions d'avenir de ce type-là, on va vers des systèmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils n'en pensent rien, ils n'ont pas travaillé là-dessus. Personne. Le système ne fonctionne pas de cette manière-là. De temps en temps, il y a du droit qui s'élabore, mais dans quelles conditions? Lorsqu'on en parle d'Internet, il y a eu par exemple tous les enjeux qui sont un peu extérieurs à ce que l'on dit, encore que tous les enjeux autour de la défense de la propriété sur les droits d'auteur, les firmes de disques qui ont voulu se battre contre le peer-to-peer, les choses de ce genre, etc. On les a entendus, on a senti l'ombre dans tous les cabinets ministériels qui venaient, qui demandaient vite du droit. Et vite, les États ont pondu du droit qui a une valeur infime par rapport à l'évolution de la technologie, qui n'est pas très pertinent, mais qui n'a pas été discuté, qui n'a pas fait l'objet de positions. Moi, je pense que lorsqu'on veut créer de la responsabilité et du contrôle et du droit, il faut qu'il y ait du débat quelque part. Et pour qu'il y ait du débat, il faut qu'il y ait déjà un éveil qui existe. Et moi, je crois qu'une des principales choses, lorsqu'on croit à ça que l'on va faire, c'est pas uniquement contrôler, c'est trouver les moyens d'éveiller et de se rendre compte qu'il y a un chronomètre qui est déclenché et qui nous laisse relativement peu de temps pour en faire un des objets importants de la démocratie à venir. Alors, Jacques, avant de donner la parole aux étudiants. Juste pour revenir sur mon propos sur à quoi sert la CNIL. La CNIL, c'est très bien pour protéger les Français dans un contexte franco-français. Mais dans le monde ouvert d'Internet aujourd'hui, elle ne sert strictement à rien, elle n'a plus de pouvoir. Non. Attendez, je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple très simple. Je suis allé, dans le cadre de mon livre, interroger le secrétaire général de la CNIL sur une société française qui appartient maintenant à un grand groupe américain. Je lui ai dit, voilà, cette société envoie tous les ans à 15 millions de foyers français un questionnaire. Ces questionnaires, il y a 1 million de Français qui le remplissent. On envoie ces données à la société française. La société française fait partie d'un groupe américain. La société française et la maison mère américaine ont signé un accord qui s'appelle le Safe Harbor, qui permet à la maison mère américaine de rapatrier les fichiers aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle le Patriot Act, qui permet aux agences de renseignement américaines de réquisitionner tout ce qu'ils veulent comme fichier. Donc, les agences de renseignement américaines peuvent réquisitionner les fichiers de la maison mère aux États-Unis. Je raconte ça au secrétaire général de la CNIL, il me répond « Ah, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas très bien vues sur cette entreprise française. » Voilà. Je suis désolé, dans un contexte franco-français, je suis d'accord, la CNIL a été très efficace, très bien, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce contexte-là, nous sommes dans un contexte ouvert, où les fichiers se baladent sans qu'on s'en rende compte, sans que même vous le sachiez. Est-ce que vous savez que lorsque vous vous inscrivez sur un service sur Yahoo ou sur Google, vos données sont archivées aux États-Unis et donc relèvent
de la juridiction américaine et pas de la juridiction française. C'est marqué noir sur blanc dans les petites notes que vous êtes invité à lire lorsque vous vous inscrivez sur ces sites. Personne ne le fait, faites-le. Alors, je vais essayer de tenir ma promesse quand même de donner la parole au panel. Juste un mot quand même sur Laurent Cohen-Tanuji qui a cette expérience, vous disiez justement, vous souhaitiez réagir, New York et Paris. Oui, non, c'était juste pour dire que... Écoutez, là, je pense qu'il faut tout de même pas prendre les gens pour des bêtas. Hein. Si vous croyez que la CNIL ne s'est pas rendu compte qu'on est d'une informatique connectée au niveau mondial, là, franchement, faites une enquête un peu plus approfondie. Parce que... Parlez-en en permanence, attendez, je crois qu'il faut que je vous réponde en un mot, sinon on ne va pas... D'autant plus que franchement, le sujet ne me semble pas être de faire de la défense d'institutions. Moi, je respecte totalement votre métier, c'est un des trucs les plus utiles à faire, mais vous savez, sensibilisez pas que le secrétaire général de la CNIL, sensibilisez vos lecteurs à travers vos livres, etc., au fait qu'il y a bien des enjeux comme ce que je vous indique. Oui, bon, c'est bien, moi aussi. Alors, le problème qui existe aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a de très nombreux dossiers sur lesquels, par les réseaux, la CNIL a su bien jouer. Il y a de très nombreux cas de figure. Je pourrais vous en détailler deux, très rapidement. Un, le fait que la CNIL européenne, elle n'est pas franco-française, elle a créé, c'est à l'initiative de la CNIL, elle a créé un système il y a une directive européenne, il y a des CNIL dans tous les pays européens, sur les mêmes principes. Deuxièmement, ces CNIL européennes, elles se donnent le droit de contrôler tous les flux de données entre l'Europe et des pays qui sont extérieurs, en s'étant arrogé le droit de bloquer les flux de données lorsqu'on n'est pas avec des pays qui ont le même niveau de contrôle. Ce système-là a provoqué le fait que, dans le monde, il y a un très grand nombre de pays qui se dotent progressivement de législation du type de celle de l'Europe. Alors, il y a un problème avec les États-Unis, et il y a un problème avec les États-Unis dans le domaine de la sécurité. Et ça, ce n'est pas lié à l'existence d'une loi informatique et liberté, c'est lié à d'abord la tradition de relations entre les services secrets des pays occidentaux, les uns avec les autres. C'est lié aux relations entre les services de contrôle qui existent dans les différents pays et qui, loi ou pas loi, se passe tout de même pas mal d'informations. C'est bien vrai. Alors, pour arriver à faire plus, aujourd'hui, comme le disait mon voisin, dès que... Vous savez, il y a une différence énorme entre ce qui se passait au moment de la création de la loi informatique et liberté, 78 et maintenant, c'est qu'en 78, les politiques, ils ne voulaient pas associer leur nom à la création d'un traitement informatique ou d'un fichier. C'était donc laissé au sans grade de l'administration de créer tout ça par des décrets. Donc la loi informatique et liberté, elle était au-dessus. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les hommes politiques, ils pensent que la demande sécuritaire est telle que c'est bien pour leur carrière d'associer leur nom à une loi qui augmente les préoccupations de sécurité et de contrôle. Donc il y a d'autres lois qui viennent contrebattre la loi informatique et liberté. Et la plupart des choses que vous avez mentionnées, elles sont autorisées par d'autres lois. Donc il y a des conflits de lois. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le rapport de force en France pour faire en sorte que des principes comme informatique et liberté aient une valeur supralégale, donc un peu constitutionnelle? Non, on ne l'a pas. Mais c'est à nous de savoir le constituer. Mais si on veut se protéger des États-Unis, et la première chose qu'on fait, c'est de fermer nos institutions, on va aller loin. On parle maintenant des États-Unis qui sont pervasifs partout, comme dit M. Hainaut, et après on dit qu'on ne veut pas avoir des institutions comme la CNIL qui nous servent justement à protéger notre identité et à faire en sorte qu'on puisse en discuter. Ça m'a l'air une question de bon sens. On a besoin d'avoir des lieux députés à discuter des problèmes dont on parle. Si on délègue tout aux États-Unis avec la NSA, après nous ne nous plaignons pas que les normes soient faites selon un code qui n'est pas le nôtre. C'est une simple question de bon sens. Bien, en tout cas, comme vous le voyez, le débat est lancé et la matière est vivante. Une première question, merci juste de vous présenter. Bonjour, Nicolas Pastorino, donc de l'INSA Lyon, département télécommunications. Une question qui m'est venue sur une remarque de M. Carlo d'Azzaro-Biondo, qui disait la technologie trouve sa voie comme la nature. C'est une remarque qui est appuyée par la remarque sur IPv6 et sur l'Object Name System. Est-ce qu'on peut constater un retard énorme du droit par rapport à la technologie? Est-ce que le droit ne fait-il pas que s'adapter à retardement à ce qu'il comprend ou perçoit de la technologie? C'est-à-dire, à mon avis, très peu. Et question connexe, la responsabilité ne doit-elle pas du coup provenir des technologues et des chercheurs plutôt que des juridiques? Alors, qu'en pense l'avocat Laurent Cohen-Tanuji? Vous savez, au début, on a cru, au moment des débuts d'Internet, on a cru d'abord que Internet était une zone de non-droit. Bon, ça, on a vite compris que ça ne pouvait pas être le cas. Ensuite, on a cru qu'il fallait complètement révolutionner le système juridique.
Et en fait, on s'est aperçu ensuite, et je crois que c'est c'est la bonne approche, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, Internet, c'est comme le monde réel, et donc il s'agit simplement d'adapter les concepts juridiques traditionnels, pour l'essentiel, à la réalité virtuelle. Donc, le problème, c'est un problème de mise en œuvre, c'est un problème de contrôle, c'est un problème de sanction. Mais les concepts eux-mêmes les concepts juridiques restent les mêmes. Mais effectivement, la course à la technologie, contre la technologie, c'est au niveau effectivement de l'application et de la sanction, mais pas au niveau conceptuel. Oui. Je pense que la question est très bien posée. Effectivement, il est nécessaire que les technologues parlent mieux avec les juristes pour arriver à faire évoluer le thème. Uniquement à travers le dialogue, on pourra faire évoluer tout ça. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la technologie a évolué très vite. Moi, tout en travaillant dans l'Internet, on essaie d'avoir de la vision et de regarder un peu à 2-3 ans ce qui se passe. D'imaginer que le phénomène qu'on aurait vécu en 1996 et que nous vivons aujourd'hui aurait été celui de l'affirmation de l'individualité, j'y aurais pas pensé. Quand, devant venir ici aujourd'hui, j'ai réfléchi après coup, je me dis, mais c'est logique, on a tué la droite et la gauche, on a tout homogénéisé, on a créé des process partout. C'est normal que maintenant, les jeunes, et ce n'est pas forcément vous qui avez 20 ans, c'est peut-être ceux qui en ont 12, comme ma fille, qui ont envie de s'exprimer et de retrouver des manières d'exprimer leur individualité. Ce thème-là sera le thème du futur. Il faudra protéger ça et leur donner cette possibilité, tout en bien sûr pas en faire quelque chose qui peut se retourner contre eux. C'est un peu le vrai problème. Pour prendre un exemple, vous savez quelle était la grève la plus dangereuse de toutes ? En Italie, j'ai vécu là-bas pendant 30 ans, la grève qui a fait le plus mal, ça n'a pas été les 800 000 contre Fiat, ça n'a pas été les grandes batailles de 68 en Italie. C'était une grève qui était faite pour une semaine, pendant laquelle la Poste et la banque ont décidé qu'ils auraient appliqué toutes les procédures qu'ils avaient. On applique toutes les procédures, une après une. Le pays était complètement bloqué. Complètement bloqué. Complètement bloqué après 3 jours d'application pédisec des procédures. Donc je pense que le problème, c'est vraiment qu'on retourne au bon sens, effectivement, et qu'on ait l'humilité, quand on est technologue, de parler avec les juristes, et quand on est juriste, de parler avec les technologues. Je veux dire, pour travailler dans une entreprise, que mettre d'accord les techniciens et les économistes ou les juristes, c'est un travail très dur. C'est mon travail de tous les jours, et c'est très très compliqué, malheureusement. Philippe Lemoine, comment est-ce que vous vivez justement cette schizophrénie qui vous habite un peu? Parce que vous planchez beaucoup sur les questions justement de technologie, d'innovation, et en même temps vous avez ce rôle aussi de régulateur, donc entre le droit et la technologie, toujours avec un coup d'avance. Oh, c'est pas uniquement une histoire de schizophrénie, je pense qu'on est tous les uns et les autres, et je pense d'ailleurs que Internet va conduire à multiplier le fait de revendiquer les uns et les autres d'avoir plusieurs identités, plusieurs registres. Donc je ne crois pas être un cas du tout isolé par rapport à cette question. Moi, vous savez, une des identités qui m'anime, c'est d'avoir une formation au départ sciences sociales, d'être intéressé par l'évolution de la société, et de bien voir que derrière les questions dont on est en train de parler, on n'est ni face à des représentations de la technique comme on pouvait en avoir, disons, à la fin du 19e siècle ou pendant le 20e siècle, c'est-à-dire une représentation de la modernité classique, celle dans laquelle le progrès, c'était une espèce de train avec en avant une locomotive qui était la technologie, puis les différents petits wagons qui suivaient, qui étaient le progrès de la technologie, tirait la croissance économique, qui tirait le progrès social, qui tirait le progrès humain, etc. On n'est pas là-dedans. On n'est pas non plus dans ces deux sujets-là, par rapport à la question que vous posiez sur la responsabilité des scientifiques, etc. On n'est pas dans des domaines comme ce qui a été conçu par les sociologues allemands, notamment par certains philosophes, dans les milieux des années 80, tout ce qui a débouché après sur le principe de précaution, qui est très porté par certains aspects du mouvement écologiste à l'est de l'Europe, disons en Allemagne, et à l'est de l'Europe, dans d'autres pays, c'est un petit peu différent, dans lequel on dit il faut à la source contrôler les choses en termes de oui ou non, et s'il apprécier si telle technologie est trop risquée ou pas trop risquée. Les rapports sont beaucoup plus compliqués entre la technologie et la société. Là, le problème n'est pas d'essayer de savoir si, un peu comme vous savez le débat sur les savants autour de la bombe atomique, s'il faut la lancer ou pas la lancer. Bien évidemment, on est sur des problèmes beaucoup plus complexes dans lesquels la technologie avance et elle avancera. Donc le problème n'est absolument pas de la bloquer. Ça, je partage tout à fait ce point de vue. Le problème est de se mettre en situation de responsabilité pour l'orienter. Et il y a une situation qui est toujours très dangereuse dans l'humanité, c'est quand la puissance technologique qui est installée est plus forte que ce que l'humanité sait en faire dans des buts civils.
Ça, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'à ce moment-là, à un moment ou à un autre, il y a des gens qui disent ce qui serait peut-être pas mal, c'est une bonne petite guerre. Parce qu'à ce moment-là, on sait quoi en faire. Donc je pense qu'un des objectifs de la mobilisation qui existe, c'est un peu comme le poète qui dit que la liberté naît de la contrainte, c'est d'inventer des contraintes pour obliger à ne pas aller dans le sens de la facilité. Savoir que sur Terre, on se donne d'autres énergétiques pour communiquer que l'énergétique de la haine. Ça va trouver des trucs qui soient plus positifs. Si on a une technologie qui nous permet de communiquer à 6 milliards et quelques d'individus, c'est très bien. Et je pense qu'il se produit des tas de trucs bien dans l'utilisation par, disons, les moins de 25 ans de ce qu'est Internet. Bien évidemment qu'il y a un système de réalisation de soi, de connexion aux autres. Je crois que l'idée de connexion est une idée très positive. Mais si on veut encourager ces mouvements-là, encourager un mouvement qui va dans le sens un peu participatif, appropriation, définition des objectifs par les gens, il faut en même temps être très rigoureux pour que l'espace ne soit pas entièrement déterminé par des logiques institutionnelles beaucoup plus fortes. Un seul petit exemple professionnel, et puis je termine là-dessus, et court. Au démarrage d'une des applications commerce d'Internet, tous les commerçants traditionnels, ils disaient on va faire de la super VPC, de la super vente par correspondance. On va stocker sur des fichiers plein d'informations sur les personnes grâce à Internet et on va pouvoir s'adresser à eux de façon beaucoup plus ciblée. Le problème, c'est que le sens d'Internet, ce n'était pas du tout ça. Ce n'était pas que les individus allaient pouvoir stocker, c'est que les personnes elles-mêmes voulaient pouvoir aller comparer. Elles ne voulaient pas être scorées, elles voulaient, elles, scorer des offres, les comparer et choisir ce qu'elles voulaient. Donc la plupart se sont plantés. Mais c'est assez important de résister à la première tentation, qui est la tentation s'informer, multiplier l'information, cibler, stocker, segmenter, pour arriver à faire effectivement des outils de communication et de partage. Merci. Alain Weber, technologue, juriste. Très rapidement. Je pense que l'idée selon laquelle le droit est à la poursuite de la technique est une fausse idée, notamment pour Internet. Nous avons toujours eu un arsenal de droits positifs disponible. Le danger, c'est lorsqu'on utilise une règle qui existait pour la modifier. Un exemple très court, très concret. La liberté de la presse, la loi de 1881, édicte le temps pendant lequel on peut agir, qui est de 3 mois, qui est une délai de prescription extrêmement bref, qui vient trouver un compromis entre la protection de la presse et la protection de la personne diffamée. Lorsque les diffamations ont commencé à être en ligne sur Internet, le législateur a voulu faire claquer ce délai de 3 mois pour le porter à 1 année, en disant qu'à chaque seconde, la diffamation se répercutait. Ce qui affaiblissait très considérablement, notamment le droit des journaux à pouvoir mettre en ligne dans leurs archives leur propre production. C'était donc une atteinte indirecte à la liberté de la presse, puisqu'on touchait à quelque chose qui existe depuis plus de 100 ans, qui a fait ses preuves et qui était un compromis national. Donc là, la loi existait, aujourd'hui c'est la loi de 1880 qui s'applique à l'Internet, à l'injure, à la diffamation, à tous ces domaines-là. Il n'en demeure pas moins que la vigilance des associations dont les nôtres était de dire qu'on ne va pas modifier la loi au prétexte futile et tout à fait pas vrai que la technique était en avance sur le droit. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Merci. S'il y a une question, monsieur, s'il vous plaît. Le temps que le micro vienne à vous, merci de vous présenter. Oui, bonjour. Si on devait juger de l'efficacité du contrôle, qui favorise donc la responsabilisation et laisse un degré de liberté, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre selon vous? Donc, c'est-à-dire, comment on jugerait de l'efficacité basée sur la responsabilisation tout en laissant un degré de liberté? Comment vous verriez la chose pour Vous avez un destinataire destinataire privilégié pour votre question? Pardon? Vous avez un destinataire privilégié pour votre question? Non, pas de destinataire. Peut-être la CNIL éventuellement. Enfin, j'ai un monsieur Lemoine. Lemoine. Voilà. Content d'être venu. Hein. Écoutez, un exemple, c'est celui qui me vient, parce que on a eu l'impression peut-être qu'il n'y avait aucun moyen de contrôler dès lors que c'était international. Non, c'est un problème d'accord, etc. Il manque un instrument international, hein, bien sûr. Il nous manque une sorte de pacte mondial sur les questions d'informatique et de liberté, Internet et compagnie. Ça, il nous manque ça, parce qu'il y a des pays qui n'en veulent pas. Bon, donc un début international, c'est d'arriver à ça. Mais un exemple, là, dans le domaine vraiment entreprise, vous savez, à la suite des différents scandales financiers Enron et compagnie aux États-Unis, il y a une loi qui essaye de voir de près comment les sociétés cotées ne vont pas être soumises à ce type de contrôle. Et donc, on a encouragé les salariés américains dans les sociétés à pratiquer ce qui s'appelle le whistleblowing, c'est-à-dire la délation
auprès des actes qui sont dans le domaine comptable ou autre, qui leur semblent un peu bizarres. Lorsque un salarié voit un autre salarié qui fait un truc pas évident, on met en place des systèmes d'alerte par délation, de façon à pouvoir faire remonter tous les problèmes. Ça a été imposé par la loi Sarbanes-Oxley. C'est bien sûr, compte tenu des législations financières applicables aux entreprises françaises qui sont cotées aux États-Unis. Donc en France, la législation Sarbanes-Oxley imposait aux entreprises françaises et aux salariés français de pratiquer la délation vis-à-vis de leurs camarades, ce qui leur était en même temps interdit par la loi Informatique et Liberté. Donc voilà exactement un conflit de droit. Et bien, dans un domaine de conflit de droit de ce type-là, je pense que la CNIL est assez contente d'avoir mobilisé tous les pays européens derrière elle et avoir négocié un accord conforme aux principes européens avec les autorités de marché américaines. Donc les cas de figure dans lesquels il y a un conflit bien clair et puis dans lequel il y a des gagnants et des perdants, il existe. Sur le problème des données et du transport aérien dont je parlais tout à l'heure, victoire moins claire, il n'empêche que tous les éléments d'information qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, faire apparaître l'origine raciale des personnes ont été complètement éliminés des sujets sur lesquels les services secrets américains voulaient avoir un droit de contrôle sur les informations. Donc c'est tout de même assez précis quand il y a des petites victoires qui existent sur ces genres de domaines. Et ces petites victoires, dans l'optique de la CNIL, elles ne sont pas du nature je bloque Internet ou je bloque pas Internet. C'est simplement j'oblige peu à peu de plus en plus d'acteurs à réfléchir à ce que je fais. Ah oui, ça tombe bien, parce que après m'être attaqué à la CNIL, je vais m'attaquer aux fournisseurs d'accès à Internet. On va parler de la responsabilisation d'Internet. Moi, je vais prendre un exemple très concret, c'est la protection des enfants sur Internet. Moi, je suis journaliste, je suis pour la liberté la plus totale d'expression, mais je suis aussi papa, et je suis pour que les familles puissent contrôler les images, les contenus qu'elles reçoivent sur leur ordinateur lorsqu'elles sont abonnées à Internet. Il y a eu depuis de nombreux mois un grand débat sur l'obligation de la part des fournisseurs d'accès à Internet de mettre à la disposition de leurs abonnés des logiciels de filtrage efficaces. Il y a une loi qui est la loi de la confiance dans l'économie numérique qui oblige simplement les fournisseurs d'accès à informer les abonnés que ces outils de protection des enfants existent. Il y a eu des débats dont j'ai fait partie, puisque j'ai eu la chance de faire partie du groupe de travail interministériel qui a préparé la conférence de la famille 2005, qui a abouti à la décision du Premier ministre d'obliger, on va mettre obligé les fournisseurs d'accès à mettre à la disposition de leurs abonnés des logiciels gratuits. Or, il se trouve que ces logiciels ne sont pas efficaces. Bon, il se trouve qu'on a un exemple avec AOL contradictoire, puisque la technologie utilisée par AOL est une des plus efficaces. Ça, c'est dû au fait qu'ils appartiennent à un grand groupe américain et qu'ils ont développé des outils depuis longtemps pour ça. Donc, vous voyez, je ne suis pas toujours méchant avec tout le monde. Mais les autres fournisseurs, on sait qu'il y a beaucoup de contenus qui passent et qui, je vous invite d'ailleurs à lire un article que j'ai rédigé sur ce sujet dans Que choisir de ce mois-ci, il est en vente. Voilà, je le montre à la caméra. Où sont les caméras ? Donc, pour revenir à la responsabilisation, le gouvernement a essayé d'avoir un dialogue responsabilisant avec les fournisseurs d'accès à Internet. Pour l'instant, ça ne marche pas. On leur dit, écoutez, voilà, il y a un problème, les enfants ne sont pas protégés, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, les fournisseurs d'accès sont engagés effectivement à mettre à la disposition de leurs abonnés des logiciels gratuits, efficaces. Le problème est, qu'est-ce que c'est qu'efficace ? Pour l'instant, à part AOL et 2-3 Wanadoo et un autre fournisseur où ça marche à peu près, les autres, c'est vraiment, ça laisse passer beaucoup de choses. Il y a 50% de ce qui ne devrait pas passer qui passe. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Est-ce qu'il faut faire une loi ? Il y en a qui sont tentés. Est-ce qu'il faut continuer à dialoguer avec les fournisseurs d'accès à Internet ? C'est la voie qui a été suivie pour l'instant, mais elle ne marche pas, la preuve. Donc moi, je suis plutôt pour une loi, quelque chose de coercitif, comme ça a été fait à la télévision, puisque vous avez le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a obligé les diffuseurs d'images ultra-violentes et pornographiques à ne diffuser ces images qu'après après minuit et à installer le double cryptage. Au départ, les diffuseurs de ce type d'images ont dit « Ah, c'est pas possible techniquement, on ne peut pas y arriver ». Puis alors, lorsqu'on leur a rendu ça obligatoire, ils ont dit « Ah si, finalement, c'est possible ». Alors, peut-être qu'un jour, il faudra dire aux fournisseurs d'accès à Internet « Attention, maintenant c'est obligatoire,
mettez quelque chose d'efficace. Bon, je pense que la parole est à M. Carlo D'Azzaro Biondo. Bon, merci d'abord pour la manière dont il a gentiment cité AOL, mais je crois que le point n'est pas AOL. J'ai participé à ce débat des fournisseurs d'accès avec le gouvernement, et du point de vue des fournisseurs d'accès, je crois en avoir été vraiment l'un des promoteurs. La raison pour laquelle le débat n'a pas abouti, il y en a deux. La première raison, ça a été, je le dis de manière un peu provocatrice, mais réelle, c'est une incompréhension de la part du gouvernement sur ce qui est techniquement faisable. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de volonté des fournisseurs d'accès de mettre sur place gratuitement des systèmes de contrôle parental. Cette volonté n'est pas unanime au sein des fournisseurs d'accès, et sans une intervention législative, il n'y en aura pas. Si aujourd'hui on autorisait à faire des voitures sans rétroviseur ou à la limite sans frein, je suis sûr qu'on trouverait des constructeurs qui en feraient. On ne peut pas demander aux constructeurs de devenir son propre censeur. Certains auront de l'éthique et le feront, d'autres vendront justement le fait de ne pas avoir d'éthique et ne le feront pas. Il y a des jugés qui a raison et qui a tort, c'est la loi qui doit le faire, c'est peut-être pas les individus. Techniquement, on peut faire des contrôles parentaux. Je finis tout de suite. Deux thèmes importants. La protection, c'est de la prévention avant tout dans le contrôle parental. Ce n'est pas de la protection ex post. Et là, le grand débat qui s'est fait avec le gouvernement et qui a créé un vrai problème, dont parlait M. Hainaut, c'était le fameux discours des listes noires et des listes blanches. De dire jusqu'à un certain âge, on n'autorise que des listes blanches qu'il faut tenir, mettre à jour. C'est-à-dire les enfants ne pourront aller que sur certains sites. Diddle.fr, d'accord, supersex.fr, non. Et au-delà d'un certain âge, on va permettre par contre ce qu'on appelle la liste noire, d'interdire un certain nombre de sites. La tenue et la mise au jour de ces listes est extrêmement compliquée. AOL a proposé de fournir ces listes, par exemple, en les faisant, parce qu'on les fait pour nous. On a 2 personnes qu'on paye à temps plein pour faire ces listes. Chaque fournisseur refuse à faire ça, refuse d'y participer. Si le gouvernement n'intervient pas, ça ne se fera jamais. Mais c'est faisable. Alors, une question d'un étudiant ou d'une étudiante. Un étudiant. Oui, Frédéric Clément de l'ESSEC, donc je vais laisser M. Philippe Lemoine tranquille pendant un moment. Je vais m'adresser à M. Jacques Hainaut. Et en fait, vous semblez présenter Internet comme un réseau trop libertaire et donc prôner, dans certains cas, un durcissement de la loi. Ma question serait, est-ce que vous ne craignez pas qu'en durcissant justement la loi qui régit Internet, les internautes se déplacent vers des réseaux annexes et beaucoup plus obscurs à tout contrôle, et donc en fait la liberté actuelle serait un moindre mal comparé à ce que pourraient être les conséquences d'un réseau trop contrôlé en fait? Non, moi je ne suis pas pour le contrôle d'Internet, on s'est mal compris, je suis pour que, à un moment donné, des parents puissent contrôler le contenu qui arrive sur leur ordinateur. Le reste, moi, j'ai rien à dire. Au contraire, moi, comme je vous le disais, je suis pour la liberté d'expression la plus totale. Donc, ce n'est pas une question de contrôler Internet en amont. C'est donner un outil aux parents pour qu'ils puissent contrôler ce que leurs enfants regardent. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas au point. On est d'accord, vous avez vu avec le PDG d'AOL France. Sur ce point, tant qu'il n'y aura pas d'intervention gouvernementale, ça ne se fera pas. Ça peut marcher techniquement, on a un exemple avec AOL France et d'autres, mais vous avez d'autres fournisseurs d'accès qui ne font pas cet effort, qui n'utilisent pas les outils adéquats. Donc il faut obliger d'une façon ou d'une autre à ce que ces fournisseurs d'accès qui ne veulent pas jouer le jeu, jouent le jeu, et là il n'y a que la loi qui puisse le faire. Mais il ne s'agit pas d'empêcher, pour moi, il ne s'agit pas de supprimer tous les contenus pornographiques ultra-violents qu'il y a sur Internet, ça ne sera jamais possible ça. Parce que de toute façon, par exemple, comme je le disais, on est dans un réseau ouvert. Et par exemple, vous avez beaucoup de sites pornographiques, ultra-pornographiques, extrêmement violents qui sont aux États-Unis ou en Russie ou des choses comme ça. Donc ils sont en dehors, ils ne tombent pas sous la juridiction française. Donc on revient au problème au jour d'aujourd'hui, la juridiction française, CNIL ou autre, ne peut pas s'appliquer totalement à Internet puisqu'on est dans un réseau ouvert. Par contre, il faut qu'on puisse donner aux abonnés la possibilité de contrôler le contenu qu'ils reçoivent parce qu'ils veulent protéger. Moi, père de famille, je veux protéger mes enfants. Je sais que le contenu, tout le monde est d'accord, tous les pédopsychiatres qu'on interroge sont d'accord pour dire que les images ultra-violentes et pornographiques sont néfastes aux jeunes enfants. Je veux un outil qu'on me donne les moyens de protéger mes enfants. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas cet outil. Mais je ne suis pas, c'est pas mon problème la pornographie, mon problème c'est la protection des enfants. Donc je ne suis pas pour supprimer la pornographie ou d'autres contenus, rien du tout. Je suis pour qu'on me donne un outil pour protéger mes enfants. Je vais faire une observation. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on mette entre les mains des fournisseurs d'accès la question morale qui existe entre un père, ses enfants, etc. C'est au cœur. Nous, la Ligue, on considère que c'est un sujet qui est au cœur de la famille. Il y a des familles très libertaires, il y a des familles moins libertaires, il y a des familles insouciantes, il y a des familles beaucoup plus attentives. Maintenant, que nous laissions entre les mains d'opérateurs économiques
ce sujet-là m'apparaît un petit peu hasardeux. D'abord, ce sont des opérateurs économiques. Ils ont fait un lobby extraordinaire sur la LCEN, sur la loi dont on parle de juillet 2004. C'est la raison pour laquelle c'est une indication et ce n'est pas une obligation. Et il y a des produits gratuits et payants sur le marché. Et je pense que mon ami Hainaut doit pouvoir le trouver et protéger sa famille sans qu'il y ait cette interférence d'un fournisseur d'accès dans ce noyau familial. Si, mais écoutez, les fournisseurs d'accès, c'est le point de contact justement entre la famille et Internet. C'est à ce moment, quand vous vous abonnez, que vous pouvez installer des outils. Je ne suis pas pour que l'outil se trouve en amont chez le fournisseur d'accès. Je suis pour que l'outil se trouve dans la famille, effectivement, qu'on puisse dire je l'installe, je l'installe pas, je gradue le degré de filtrage en fonction de mes désirata, en fonction de tout ce que vous voudrez. Mais cet outil aujourd'hui, il n'y a que grâce à fournisseur d'accès, lorsque je m'abonne, que je peux vraiment l'installer. Après, c'est très compliqué à installer. Donc je ne dis pas qu'il faut installer, il faut responsabiliser les fournisseurs d'accès en leur disant attention, si vous livrez un contenu qui est préjudiciable aux enfants, vous allez être condamné. Non, je suis fournisseur d'accès, c'est vous qui me donnez au moment où qui me donnez la connexion à Internet, donnez-moi aussi un outil en même temps pour que moi je puisse choisir oui ou non de protéger mes enfants. Le filtrage, il se fait sur l'ordinateur de la famille, pas en amont. C'est nécessaire. Il n'y a pas d'autre possibilité que de faire intervenir les opérateurs de marché pour tenter de faire en sorte qu'une prise de conscience se fasse. Moi, j'ai pris conscience des risques de l'Internet quand on m'a nommé PDG d'AOL. Je n'avais jamais, parce que je n'ai pas l'habitude de laisser le site porno le soir, mais j'ai demandé pendant 1 heure à un des personnes qui travaillent chez nous en s'occupant de la protection de me montrer ce qu'on pouvait voir. J'ai mis du temps à m'en remettre. Je ne savais rien. Je n'étais pas conscient. Et je pense que là, on ne peut pas abdiquer à nos responsabilités lorsqu'on met en main un outil qui comporte un risque, de s'assurer que cet outil corresponde aux besoins qu'on veut remplir. Désolé, je ne serai pas vendeur de mort. AOL a refusé, et ça lui a coûté cher pendant des années, de mettre en place un outil sans certaine forme de responsabilité. On a été attaqué de tous les sens, d'impérialistes, fascistes, tout ce que vous voulez. Mais si la Douglas n'intervient pas et si on ne fait pas une prise de conscience, je crois qu'on aura des gros problèmes. Je me demande si, même autour de moi, parce que nous sommes tous des personnes qui ont une certaine morale, une certaine éthique, on ne va pas faire certaines choses sur Internet. Mais si un jour vous passez 1 heure, comme ça m'est arrivé, à le faire parce qu'on vous y oblige, je vous assure que ça change votre vie. Ce qu'on voit est immonde. Ce qu'on peut voir est horrible. Les risques qu'on fait courir aux enfants sont énormes. Des fractures psychologiques qui difficilement pourront être après réparées. On leur fait perdre leur innocence à 6-7 ans si on ne fait pas attention. C'est irresponsable, inacceptable de jouer avec le feu comme ça. C'est comme si on disait qu'on permet aux conducteurs de voitures de mettre sur place des voitures sans frein. Désolé, non. Il faut les brider, il faut les obliger. Laurent Cohen-Tanugy, vous souhaitiez... Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais juste dire un mot sur l'Europe, en fait, et pour l'Europe. Parce qu'en réalité, dans ce débat sur les normes, on s'aperçoit que là où les pays européens arrivent à peser sur la régulation d'Internet, c'est lorsqu'on le fait au niveau européen. Bien sûr qu'un État tout seul ne peut pas le faire. Par contre, un marché de plusieurs centaines de millions de consommateurs, parce que c'est quand même ça qui est le nerf de la guerre, peut le faire. Lorsqu'on a parlé du transfert de données vers des pays qui n'ont pas les mêmes normes de protection de la vie privée, ça s'est fait au niveau européen. Donc il y a eu un accord avec les États-Unis. Lorsqu'on a parlé des données pour le transport aérien, lorsqu'on a parlé du whistleblower, l'exemple que prenait Philippe Lemoine, ça a été fait au niveau européen. Et la protection de la vie privée, elle est maintenant dans une directive européenne de 1995, où la France a montré l'exemple, puisque la France avait fait ça dès 1978. Et donc quand même l'Europe, ça peut servir notamment à cela. Merci. Mademoiselle, une question. Oui, bonjour, Ève Bourdeau. Oh. Allô, c'est bon. Ève Bourdeau, étudiante de l'ESSEC, une petite question. Alors voilà, on a beaucoup parlé donc, du contrôle d'Internet. Finalement, j'ai un peu le sentiment que tout le monde demande le contrôle d'Internet. Les entreprises, particulièrement les maisons de disques, les utilisateurs, particulièrement concernant ces histoires de filtrage, et aussi finalement l'État pour des questions de terroristes. Alors parmi toutes ces demandes, quelle est la plus prioritaire et la plus urgente, et qui serait en charge de l'exercer ?
qui s'y colle. Laurent Cohen-Tanugy. Je veux dire qu'elles sont toutes urgentes, toutes importantes, toutes prioritaires. Et je crois qu'on n'a pas un arbitrage à faire entre la lutte contre le terrorisme et la protection de l'enfance. Il est évident que ce sont deux priorités, que malgré tout, c'est la puissance publique qui doit instaurer un cadre. Alors ensuite, il y a des relais, parce que sur Internet, évidemment, il y a un mot qu'on n'a pas vraiment prononcé, c'est l'autorégulation. Il faut qu'il y ait, dans un cadre légal, donc intervention de la puissance publique, mais ensuite, il faut qu'il y ait des relais au niveau des opérateurs, des associations, etc. Parce qu'on ne peut pas, le contrôle est tellement difficile que il faut donc faire la place au code de conduite, à la responsabilisation de tous les acteurs, mais dans un cadre qui était au départ défini par la puissance publique nationale et de préférence supranationale, européenne, internationale. Alain Weber. Alors, je vais apporter la contradiction pour un motif qui est conforté par les faits. Si on voit la question du peer-to-peer, il est vrai qu'en France, on a beaucoup débattu de savoir quel était le sort de ces 8 millions de personnes identifiées au Parlement comme étant des personnes qui téléchargent et qui, du fait de la loi aujourd'hui, sont en situation illégale. C'est-à-dire que si la loi est respectée, les procédures pourraient atteindre 8 millions de personnes par an, à minima, puisque ça va très bien. Donc on a fait une loi. Ça répond à votre question. Effectivement, les majors, au départ, étaient tout à fait pour. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que le marché, le business model n'est plus celui-ci. Le business model que prennent tous les majors, il y en a 2 ou 3, ils vont tous suivre, il y en a 8, il y en a 3 déjà qui sont sur ce schéma, c'est qu'on donne librement la musique, mais on la fait payer par la publicité. Ça veut dire que les DRM, les Digital Right Management, qui ont été montés, que notamment Microsoft et Apple mettent sur le marché, sont pris par certains opérateurs, mais pas par tous. C'est-à-dire que quelque part, là, la réalité des faits est allée contre la loi et contre la position politique d'aller vers un contrôle, parce que économiquement, ça ne marche pas. Si on touche maintenant des sujets beaucoup plus sensibles que le terrorisme, et c'est là où je dis qu'il faut regarder l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, parce que c'est bien à ce moment-là qu'il faut qu'on ait des créneaux. Que fait la loi contre le terrorisme aujourd'hui? La loi en France contre le terrorisme du 24 janvier 2006, elle dit quoi? Elle dit que toutes vos connexions, à vous, personnelles, entre votre ami, les connexions que nous pouvons avoir, les gens entre eux, sont accessibles pendant 1 an au service de police sans contrôle d'un juge. La modification, c'est qu'avant, il y avait un contrôle d'un juge. Il y avait un juge qui disait « je veux regarder parce que j'ai un fait patent et je vous donne l'instruction d'aller rechercher ». Aujourd'hui, on peut, à l'aveuglette, aller regarder ce qui s'est passé. Les opérateurs ont l'obligation de conserver ces données pendant 1 année. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est justifié? D'autant plus qu'on sait que la NSA avait échelon. Échelon, ce sont des milliards d'informations qui ont toujours été. Les États-Unis, au moment où ils ont été frappés comme ils l'ont été, de manière terrible et criminelle, avaient déjà mis en place tous les outils que nous implémentons maintenant dans nos démocraties pour atteindre cette masse d'informations non exploitables, non exploitées. Donc quelque part, si vous voulez, on met des outils extrêmement formidables pour surveiller les gens dans leur communication par l'Internet, dans leur communication de téléphonie, dans leur voiture. Aujourd'hui, vous pouvez être filmé avec les passagers et la plaque minéralogique, tout ça connecté au fichier des plaques. Bon, ça c'est la loi française, c'est tout à fait régulier. Mais on cherche à l'aveuglette sur des millions de personnes des faits sans avoir identifié le fait. On sait que les États-Unis, eux, avaient ces outils-là et n'ont pas pu les exploiter. Et face à ces outils-là, quand des jeunes femmes, notamment de la CIA, avaient relevé qu'il y avait 3 personnes qui apprenaient à décoller, à faire décoller des avions sans apprendre à atterrir, eh bien, il n'y a pas, parmi nos génies américains de la sécurité, qui se sont dit que c'est quand même bizarre, si on apprend à faire décoller, qu'on ne peut pas atterrir, il y a peut-être un risque. Donc, haro sur les citoyens dans toute sa vie privée, au prétexte du terrorisme, avec une efficacité nulle, néante. On évoquait tout à l'heure le juge Bruguière. Eh bien, le juge Thiel. Le juge Bruguière n'est pas le premier juge antiterroriste. Il y a des juges antiterroristes parce qu'on a une section antiterroriste à Paris, notamment le juge Thiel. Eh bien, le juge Thiel ne partage pas tout à fait les opinions du juge Bruguière sur cette question de fliquer tout le monde. Le juge Bruguière, sans critiquer, on se connaît bien, effectivement, il peut mettre 250 personnes en examen et il y a 8 personnes qui sont condamnées à la sortie après 50 procédures. Donc, ces méthodes-là, quelque part, sont critiquées, notamment par les associations des droits de l'homme. Jacques Henno, sur le sujet peut-être des États-Unis, non? Sur le sujet en général de qu'est-ce qu'il faut choisir entre la lutte contre le terrorisme, la protection des enfants, etc. Le problème, c'est que, comme vous le voyez, tous ces sujets sont déjà traités et on ne le sait pas. Et la difficulté, pour parler de ces sujets, c'est qu'il n'y a rien à montrer. Ça se passe dans des ordinateurs, sur des fichiers, c'est pas du tout visible. Il n'y a rien à montrer, donc ça ne fera jamais les grands titres
du journal de TF1. Ça veut dire que pour sensibiliser le grand public, ou un public plus élitiste comme ici ce soir, c'est extrêmement difficile. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est, en sortant d'ici, c'est que si vous pensez qu'effectivement, attention, le fichage, l'utilisation des fichiers informatiques à des fins de lutte contre le terrorisme, à des fins de protection de contenus musicaux, etc., ça existe déjà. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sans que le grand public n'en soit informé. Donc sans qu'il y ait eu vraiment débat sur le principe suivant, est-ce que nous sommes prêts à abandonner une partie de nos libertés individuelles pour la protection, pour une meilleure protection contre le terrorisme, ou pour une meilleure protection du capitalisme, enfin des entreprises, ou éventuellement une meilleure protection des enfants? Il faut qu'il y ait un débat, et ce débat, il n'a pas lieu, parce que le grand public n'est pas sensibilisé, parce que pour les journalistes comme moi, c'est extrêmement compliqué. Pour expliquer ce type de sujet, il faut des dizaines de pages, on ne peut pas faire un article très court, donc ce sont des livres compliqués à lire. L'idéal, ça serait de lancer le débat et que tout le monde ici, en repartant ce soir, relance le débat dans son milieu professionnel, amical, etc. Alors, un mot, attendez, parce qu'on va quand même essayer effectivement de favoriser quand même les questions, donc si vous voulez juste dire un mot court, de manière à ce qu'on puisse avoir une question. Mais pour moi, le mot sur la question du terrorisme, je vais prendre l'exemple des aéroports. Voyager aujourd'hui, c'est devenu infernal, les terroristes ont gagné, ils ont changé notre vie. Ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé d'affronter le problème de quelque manière, de protéger les gens en gardant des données sur eux. Pour protéger la collectivité, on sera obligé de faire quelque chose. Arrêtons la démagogie, de droite ou de gauche qu'elle soit, qui dit qu'on peut garder la liberté des gens sans définir ce que c'est. La liberté, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire de dire on protège la liberté sans faire attention à la signification du terme? Est-ce que j'ai besoin d'être libre d'aller tuer mon voisin? Est-ce que j'ai besoin d'être libre de pouvoir promouvoir la pornographie? Il y a des libertés dont on a besoin et d'autres dont on n'a pas besoin. Il faut qu'on affronte le problème de comment faire en sorte que la liberté garde son sens, que ça ne devienne pas un mot démagogique qu'on utilise rien que pour s'assurer d'être politiquement correct à droite comme à gauche. Enfin, il faut arrêter avec ça, il faut agir. Monsieur. Oui, Régis de Bonny, je suis père et grand-père. Je suis donc très sensible à la morale d'Internet, bien sûr. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est de voir l'extrême prudence des juridictions quant à la mise en place, par exemple, des écoutes téléphoniques, même si le téléphone s'est banalisé depuis quelques années, et à la fois ce souhait de contrôler totalement ce qui peut se passer sur Internet entre deux individus par un email, entre un individu et une société, voire entre deux sociétés ou deux nations. Et je voudrais savoir comment est-ce que les pouvoirs publics pourraient arriver à résoudre ce grand écart, en quelque sorte, puisqu'on est quand même relativement protégé des écoutes de ce que l'on transmet par téléphone, mais par contre, sur Internet, on soit un souhait très très fort de tout maîtriser. Alors, sans qu'il soit un pouvoir public à lui tout seul, Philippe Lemoine. Non, je ne suis pas du tout un pouvoir public, mais je vais essayer de vous répondre et de donner un sentiment aussi sur la question précédente. Aujourd'hui, il était dit que par rapport à la lutte contre l'excès des images pornographiques par rapport aux enfants, AOL avait 2 personnes à plein temps qu'elle payait. Vous avez posé la question des priorités dans les différents types de lutte. Un opérateur téléphonique, il a en moyenne aujourd'hui, enfin, pas en moyenne, j'ai du mal à donner une moyenne, mais j'ai un cas assez précis de quelqu'un qui n'est pas le numéro 1 en France, qui a 70 personnes à temps plein pour répondre aux demandes de la police sur le contrôle. Vous savez, quand vous avez un téléphone de GSM, il est localisé par des bornes et des choses de ce genre au fur et à mesure que vous vous déplacez. Ce contrôle-là, 70 personnes à temps plein. Poste en explosion dans les crédits du ministère de la Justice. Donc je crois que la priorité est assez clairement définie en termes budgétaires et en termes de quelle est de quelle lutte, à quelle lutte sont consacrés le plus de moyens aujourd'hui dans ces types de questions. Maintenant, je pense que se donner comme question de voir, vous savez, on a trouvé une sorte de sérénité là depuis qu'on est en train de discuter sur le fait de savoir si il vaut mieux lutter contre la pornographie, lutter contre le piratage ou lutter contre le terrorisme. Je pense qu'on fait tous une erreur énorme
et j'ai parlé tout à l'heure du débat des présidentielles, à croire que la question de la sécurité est une question aussi omniprésente que ça. Hein. C'est une erreur absolue. Il faut aussi s'intéresser aujourd'hui, comme l'a dit quelqu'un, à la définition de ce que sont les libertés pour demain. On ne peut pas aller hiérarchiser toutes les questions en sachant de quel sujet il faut qu'on se protège le plus. Alors quand on est face à des technologies dont le principe même est d'être des technologies d'information, de prévention, de simulation et de protection, vous avez une espèce de redoublement. Les dangers qu'elles provoquent, si vous les abordez entièrement en termes de se prémunir de, etc., on n'en sort plus. Vous savez, il y avait eu quelque chose d'assez impressionnant qui avait été le film Minority Report de Spielberg, dans lequel on voyait comment des technologies dans une ville du futur pouvaient reconnaître quelqu'un. Il ne décrivait que des choses qui sont techniquement là. Ils pouvaient reconnaître l'iris d'une personne, le nommer, etc., tous les problèmes de... tout le sujet du film était de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il est moral ou pas moral d'arrêter un criminel avant qu'il commette un acte délictueux? Est-ce que c'est possible ou pas? Et ça a été très impressionnant parce que juste après la sortie de ce film, il se trouve que Colin Powell était intervenu, je crois, dans une interview au journal Le Monde, pour donner sa position sur la notion de guerre préventive à propos de l'Irak, en disant, lorsque tous les éléments d'information que l'on recueille permettent de savoir qu'un grand criminel à l'échelle internationale s'apprête à commettre un crime de machin, n'est-il pas légitime que la communauté internationale intervienne pour l'empêcher de le faire? Donc il avait sans doute vu le film, ou s'il ne l'a pas vu, il était vraiment dans l'esprit de ce film, et il le transposait à la situation de l'Irak. Manque de bol. Comme tout le monde le sait, les informations qu'il avait étaient fausses et archi-fausses. Donc moi, je n'entrerai jamais dans un débat moral de ce type-là, qui est de savoir s'il est légitime ou pas que la société se pense entièrement comme un moyen de contrôler, de réguler des choses qu'elle ignore parce qu'elle veut se fermer les yeux sur les émergences, sur les phénomènes nouveaux, etc. On n'arrivera pas à faire d'Internet, malgré tous les contrôles qu'on pourrait imaginer, la réplique de la société du XXe siècle. C'est une autre société qui nous attend. Donc je crois que j'ai le plus grand respect, je suis grand-père aussi, hein, mais faisons gaffe tout de même de ne pas être les personnes qui voulons faire que ce qui est nouveau soit comme l'ancien. Il faut au contraire créer les conditions que ce qui est nouveau invente une nouvelle notion de bien. Au XVIIIe siècle, on a dit le bonheur est une idée neuve en Europe. C'était vrai, c'était une idée neuve. Aujourd'hui, on a une idée du même type à essayer d'inventer, consacrons de la force là-dedans, et pas se poser la question de savoir quel est celui de ces dangers qui va nous écraser le plus, le terrorisme, le piratage ou la pédophilie. Madame. Oui, merci. Rosine Goldberg, je suis avocate au barreau de Paris. J'ai deux questions à poser. L'une à M. Weber et j'aimerais bien l'opinion de M. Cohen-Tanuji. Vous avez cité l'exemple de la loi de 1980 sur la presse en parlant du délai de prescription de 3 mois. Bon, ce délai avait été fait dans la mesure où la presse est une chose périodique et quand vous achetez un journal, vous ne le trouvez plus après 3 mois et ça disparaît. Donc, est-il bien légitime de dire que ce même délai sera appliqué non pas aux archives, parce qu'après tout les archives, vous aviez l'air de parler de chercheurs, bon, ça à la limite c'est à part, mais ce délai de 3 mois sera applicable à tout ce qu'on met en ligne. C'est-à-dire on met quelque chose en ligne, on le laisse, on triche plus ou moins sur la date de mise en ligne, c'est parfois un peu possible, et au bout de 3 mois et demi, ça peut rester sur le site et ça ne fait plus l'objet de poursuite. Moi, je trouve que c'est assez injuste parce que si on a le même délai de 3 mois avec un livre et qu'il peut y avoir des rééditions, là, c'est quelque chose qui va se trouver constamment. Donc, c'est plutôt une adaptation qui augmente considérablement la liberté de la presse, pas forcément toujours à bon escient. Donc moi, j'avoue que cette interprétation et cette adaptation me choque quelque part. Donc je voudrais que vous me répondiez là-dessus. Et pour AOL, sur la défense véhémente que vous avez faite sur la pornographie vis-à-vis des enfants, mis à part votre éthique personnelle, est-ce que quelque part, ce n'est pas la réaction américaine vis-à-vis de la liberté d'expression? C'est-à-dire qu'il m'a semblé que le seul point sur lequel la liberté d'expression aux États-Unis pouvait légèrement se fermer, c'était précisément quand il s'agissait de pornographie, mais surtout pas de négationnisme ou de choses pareilles, qui, à mon sens, sont quand même peut-être plus graves.
Alors, on va procéder avec ordre et un peu de méthode et concision, si vous voulez bien. Très rapidement, on ne va pas faire un débat de juriste. Ce délai de 3 mois, il a son histoire. L'histoire, c'est qu'il n'y a pas eu de trouble suffisant pour qu'effectivement la personne réagisse. Il n'y a aucune raison que ce principe-là, dès lors qu'une personne n'a pas agi dans les 3 mois, ça veut dire qu'elle a soit accepté cet article, il y a beaucoup d'articles diffamateurs que les gens acceptent. Il y a aussi d'autres moyens sur Internet de combattre, de faire un droit de réponse, qui lui a le droit de réponse de 1 année, mais il n'y a pas de motif du fait de l'Internet d'arrêter de donner une nouvelle règle. Ce sont les mêmes règles. Je voulais revenir un tout petit point sur ce qu'a dit M. Dawel tout à l'heure. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit que les terroristes, vous savez, la Ligue des droits de l'homme n'est pas pro-terroriste, elle est comme vous. Il a dit que les terroristes auront gagné si on a les mêmes méthodes qu'eux. Lorsque les États-Unis légifèrent une loi sur la torture légale, lorsqu'on retient des gens sans juge, sans avocat, pendant des années, on leur montre des chiens pour leur faire avouer, on est tombé quelque part dans une société qui a perdu ses repères et ses marques. Alors on peut applaudir à tous les débats sécuritaires, on peut se dire que demain on va laisser la police venir dans tous nos ordinateurs, on va laisser le ministre de l'Intérieur dormir chez nous pour nous protéger. Il n'en demeure pas moins que si on abandonne ces parcelles de liberté, on est foutu. Parce que là, les terroristes auront vraiment gagné. Laurent Cohen-Tanugy. Oui, non, très rapidement. Moi, je pense, sans revenir sur ce problème particulier, mais de manière plus générale, je crois qu'il est légitime de prévoir des adaptations des textes et des principes fondamentaux, mais surtout les textes spécifiques pour Internet, parce qu'effectivement, les choses sont un petit peu différentes du monde réel. Donc le principe d'une adaptation, mais le problème c'est que la législation sur la presse est quelque chose de sacré, de tabou, donc c'est très difficile de le bouger. Mais juste un mot sur votre deuxième question. Effectivement, les États-Unis ont une conception beaucoup plus absolue de la liberté d'expression que la France et l'Europe en général, mais que le domaine de la protection de l'enfance, effectivement, est l'un des seuls qui a donné lieu à une loi du Congrès sur la protection de l'enfance. Merci. Carlo D'Azzaro-Biondo, s'il vous plaît. Ouais, en 2 mots, la première réponse que je vais donner à madame, c'est que si vous me demandez de choisir entre mourir de peste, de choléra ou d'HIV, je risque de passer beaucoup de temps à réfléchir et mourir de toute manière. C'est très difficile de répondre à la question parce qu'elle est très bien posée et juste et intelligente, je pense. Je pense qu'il n'y a pas que la protection de l'enfance et qu'on ne fait pas que ça. Il y a toutes des chartes, nous, comme entreprise, mais les Américains sur ça sont beaucoup plus formalistes que d'autres. On a toute une série de chartes sur ce qu'on essaie de faire pour protéger l'enfance. Ça va bien au-delà de la pornographie et le négationnisme est tout à fait inclus dans tout ça. Le gros problème, c'est que malheureusement, l'Internet, ça va vite et que les gens inventent des choses on invente tous les jours. Moi, malheureusement, j'en sais rien si demain un site négationniste naîtra en Autriche plutôt que je ne sais où. Et donc, il faut avoir des règles de prévention et des systèmes ensuite, malheureusement, de soins sur lesquels on ferme et on fait ce qu'il faut pour éviter certaines choses. Mais sur ça, sans une intervention de l'État qui aide à définir ce qu'est l'éthique, on n'avancera pas. Par rapport à nos enfants, c'est nous qui leur donnons l'éthique de demain. Et l'État doit, par rapport à de nouvelles situations, jouer son rôle. Si l'État ne joue pas son rôle, on ne pourra pas y faire grand-chose. Merci. De manière à préserver peut-être quand même la liberté de notre prochains intervenants du débat qui va suivre, je vais être obligé peut-être de lever la séance. En tout cas, je voulais remercier chacun de nos intervenants de s'être prêtés à cet exercice. Et peut-être, alors pas forcément dans le monde de l'Internet, mais prolonger le débat demain avec, à la même heure, un débat sur le thème sécurité, justice et liberté. Peut-on protéger sans contraindre? Merci en tout cas d'avoir assisté et entretenu ce débat. Merci.